tour maintenant d'intervenir. Je suis sûr que vous avez beaucoup de questions dans la salle. Je vais quand même prendre quelques minutes avec nos invités. What is your insight on knowing what we know now? Sachant ce que nous savons maintenant, quand on pense au virage à faire, qu'est-ce qui vous vient d'abord à l'idée en termes de solutions pour le développement des jeunes enfants? Je dirais trois choses. D'abord, c'est qu'il faut bien reconnaître que le modèle médical traditionnel ne suffit pas. Deuxième, c'est qu'il faut former autrement les professionnels de la santé. Et le troisième élément, c'est un changement de paradigme. C'est qu'il nous faut parler maintenant de santé communautaire fondée sur des éléments probants et bien découvrir qu'il y a beaucoup à faire en ce domaine. Et quand je parle de ces changements, c'est qu'il faut à la fois donc la médecine à domicile et d'autres choses. Il faut donner de la formation, une formation différente aux professionnels de la santé. D'autres diront donc qu'il faut sans doute donner une autre formation aux travailleurs sociaux et aux avocats, mais ça c'est leur domaine. Et la troisième chose, c'est qu'il faut vraiment diffuser davantage la science qui existe pour que ce soit présent dans le milieu communautaire pour faire les choses autrement. Et tout cela peut être fondé sur des données probantes. Dr Steinmetz. La solution n'est pas médicale du tout. La solution est sociale. La santé, ce n'est pas un problème médical. La santé aussi, c'est un problème social. La maladie est médicale, mais pas la santé. Et il semble très difficile pour nous de faire cette distinction. On appelle notre ministère de la Santé, mais en vérité, il agit et tout l'argent va vers la maladie. On devra vraiment l'appeler le ministère de la maladie. Et si la population comprend d'où vient la santé et pourquoi on est malade, ils vont pousser les gens, les élus, d'agir en conséquence. D'autres observations, Dr. Cole? Écoutez, bien sûr, je suis d'accord qu'il nous faut vraiment une approche différente pour former les pédiatres et pour former les autres intervenants dans les soins aux enfants. Et je parlais de santé publique des enfants comme un enjeu, mais qui est fondé sur trois jambes. D'abord, c'est une définition beaucoup plus large de la santé. La définition de la santé qui est présentée par l'Organisation mondiale de la santé. Le deuxième fondement, c'est la santé publique, qui fait participer la population et aussi sa dimension donc épidémiologique. Et le troisième fondement, ce sont les besoins particuliers des enfants. Alors, si on prend ces trois bases, cela constitue la santé publique des enfants. Et la tâche de la santé publique des enfants, c'est de défendre la santé des enfants en contexte social et politique. C'est très important. Et vous ne pouvez pas simplement regarder le corps de l'enfant ou seulement regarder son contexte social. Il faut regarder les deux. Vous ne rendez pas justice à votre patient, à votre client, si vous ne faites pas les deux. Et il y a des façons de faire les choses et qui ne sont pas dispendieuses et qui auront un impact considérable. Par exemple, la plupart d'entre nous s'attendent à ce qu'un enfant qui a une naissance à risque soit placé dans un incubateur. C'est le traitement standard. Mais on n'a jamais fait d'études scientifiques sur des incubateurs, probablement parce qu'il n'y a aucun néonatologiste qui voulait donc, accepter de ne pas mettre un enfant donc, prématuré, ne pas le mettre à l'incubateur. Mais il s'avère que si vous avez une approche plus traditionnelle et que vous mettez le bébé en contact avec un être humain, donc un contact là, comme pour le kangourou, donc la peau sur la peau, les enfants prématurés se rétablissent beaucoup plus vite si vous procédez comme cela. Ensuite, quand ils ont fait la première étude randomisée de ce traitement, donc directement l'enfant confié à la mère, les résultats ont été beaucoup plus efficaces
Et les médecins, maintenant, doivent changer leur pronostic parce que les enfants se rétablissent beaucoup plus vite qu'ils le faisaient dans les incubateurs. Et ils doivent constamment changer leurs attentes, les attentes et les pronostics qu'ils vont donner à la famille. Mais écoutez, c'est beaucoup mieux et c'est beaucoup moins dispendieux. C'est une autre chose qui coûte beaucoup moins et c'est un projet pilote qui a été fait aux États-Unis. C'est ce qu'on appelle l'Experience Score. C'est qu'on met les personnes âgées en contact avec les enfants. Les personnes âgées vont dans les écoles, pas pour rien faire de trop spécialisé, ils vont simplement parler aux enfants, leur dire bonjour, s'asseoir, leur faire la lecture ou écouter les enfants leur faire la lecture. C'est un projet pilote qui a été fait au départ pour améliorer la santé des aînés et ça fonctionne. Mais ils ont découvert que ça aidait aussi la santé et l'éducation des petits. Vous aidez les deux groupes. Et pour faire écho à ce que tout le monde a dit, tout doit être axé sur la santé, sur la prévention et non pas sur la maladie et le traitement. Nous le savons toutes et tous. C'est simplement que ça fait moins chic. Hein? Alors quand vous allez donc sauver la vie de quelqu'un, les médias vont pouvoir en parler. Ça semble héroïque. Vous faites la prévention, il ne se passe rien, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien pour les journaux. Vous critiquez les médias encore, là, dit Jean-François Lépine. Alors, c'est à votre tour d'y aller. D'ailleurs, j'en profite pour remercier les gens qui font la traduction, qui nous entendent, parce que j'ai l'impression que ça fonctionne assez bien à voir la réaction de tout le monde. Alors, je vois une main levée là-bas. Madame, allez-y. Je vais parler anglais, c'est peut-être plus facile. Alors, je m'inquiète du déficit d'attention qui serait diagnostiqué trop souvent et qui serait donc surdiagnostiqué et surtraité avec trop de médicaments. Et j'aimerais savoir votre position là-dessus et comment nous pourrions mieux faire. Alors, cela ne doit être diagnostiqué que lorsqu'on a éliminé toutes les autres causes pour expliquer le comportement. On estime qu'un quart des personnes qui sont diagnostiquées donc n'ont qu'un problème d'apnée du sommeil. Si vous ne dormez pas bien, vous donnerez l'impression d'avoir un trouble d'attention avec hyperactivité. Et ensuite, le stress, bien sûr, va avoir le même résultat. Donc, il faut exclure le stress aussi comme... Alors, il y a différentes façons d'éliminer le stress et il y a des façons d'aider un enfant qui a un trouble d'attention avec hyperactivité sans médication. Très souvent, il vaut mieux avoir une approche combinée avec aussi une médication, mais c'est toujours une question donc d'attention, de techniques de concentration qu'on peut enseigner. Et une chose très facile qu'on peut faire, c'est de prendre une profonde respiration et on peut voir que tout le monde, à tout âge, va avoir de meilleurs résultats à l'examen s'ils prennent 2 ou 3 profondes respirations avant de passer l'examen. Ça va augmenter vos résultats. Très souvent, on demande aux enfants de faire des choses qui ne correspondent pas à leur niveau de développement, comme on s'attend à ce qu'un enfant de 5 ans reste assis pendant 5 ans pour réfléchir à sa respiration. Ça ne fonctionnera pas. Mais il y a des méthodes que les enfants peuvent utiliser et qui sont comme des formes de méditation. Par exemple, la méditation en marchant. Mais vous restez donc en ligne. Alors, demandez à un enfant donc de marcher tout droit, donc sur un trottoir, par exemple, c'est un effort de concentration considérable. Et on peut progresser, donc. Ensuite, bon, suivez le leader, donc. Alors, tout le monde a une cloche et le jeu, c'est que personne ne doit faire de son avec la cloche. C'est une forme de méditation qui correspond à leur âge. Et vous ne dites pas à l'enfant, nous allons faire de la méditation. Non, vous dites à l'enfant qu'on va jouer un jeu. On fait un jeu. Et ensuite, les travaux qu'on a fait sur le Ritalin, le niveau de Ritalin qui agit sur le comportement est beaucoup plus élevé que la dose nécessaire pour les problèmes d'ordre cognitif. Donc, alors, si vous êtes un médecin responsable et que vous donnez donc une ordonnance raisonnable, la façon de déterminer le niveau de dose, vous demandez donc aux parents, est-ce que l'enfant s'améliore? Vous ne faites pas passer un test neurocognitif et le parent va se baser sur le comportement de l'enfant. Le niveau qui fonctionne pour le comportement va
ralentir les fonctions du cortex préfrontal et l'enfant donc va mieux faire que s'il n'avait pas de médicaments. Ce qui fonctionne pour les problèmes cognitifs, c'est la dose la plus faible possible de Ritalin. Donc la dose qui fonctionne pour les problèmes cognitifs n'est pas la même que celle qui doit fonctionner pour les problèmes comportementaux. Et cela, ça n'est pas passé dans la pratique des médecins. La plupart des enfants reçoivent des doses trop fortes pour l'école, même si leur comportement est déjà contrôlé. Ce serait formidable, donc, de réduire la médication pour avoir des solutions concrètes qui aident l'enfant à se réguler lui-même sans avoir à dépendre de la pharmacologie. Bonjour, moi c'est Maxime. Ma question, c'est pour Dr. Jeffrey. Je voulais savoir, au niveau des enfants, la difficulté en apprentissage ou toutes les sortes de difficultés au niveau pour apprendre avec les enfants à soit marcher ou peu importe les autres manières, c'est-tu plus difficile où est-ce que vous habitez dans votre quartier ou s'il y a-t-il une place où est-ce que c'est plus le taux d'enfants qui est plus en difficulté est plus élevé à une place qu'un autre? Ou... Oui, c'est la question à $1 million là, que Maxime vient de poser. Non, je suis sérieux quand je dis ça. Ce qu'on commence à comprendre, c'est que le développement, l'environnement, les gènes, tout ça interagit de façon très complexe. Donc, il n'y a pas de réponse simple à votre question. Les enfants se développent et c'est sûr qu'on veut favoriser un développement en santé. Et la façon de le faire, c'est créer un environnement qui est propice à un bon développement, à la santé des enfants. Et comme on l'a dit, par exemple, un autre intervenant, il n'y a pas toujours de place pour les enfants pour jouer, par exemple, mais il faut absolument tout faire pour intervenir très tôt, favoriser un développement santé, surtout dans ces zones dont vous parlez, ces quartiers, parce que les preuves montrent que 90% du développement du cerveau se passe pendant les 5 premières années de la vie et même avant la naissance de l'enfant. Donc, ce sont des périodes de la vie extrêmement importantes pour l'enfant qui acquiert de nouvelles aptitudes, nouvelles compétences et Madame Yvon, je prononce peut-être mal votre nom, mais c'est très important que vous soyez ici parce qu'il y a tout un contraste, tout du moins aux États-Unis. On sait que la petite enfance est extrêmement important, c'est absolument crucial. On investit très peu dans les enfants de cet âge-là aux États-Unis. Donc, Maxime, vous posez une très bonne question. Je ne suis pas sûr de pouvoir y répondre, mais vraiment, tu mets le doigt sur un aspect très important du développement. Il faut promouvoir le développement. Et ce qui est très triste pour moi, au moins aux États-Unis, et peut-être ailleurs aussi, on ne porte pas suffisamment attention à cette question et on n'investit pas suffisamment dans les familles pour assurer le développement de leurs enfants. J'ai répondu? Oui, thanks. Parfait. Oui, bonjour. Mon nom est Anne Rouleau. Je suis médecin de famille à Cowansville. En fait, c'est une question un peu pointue, mais qui, dans le fond, réunit tout ce qui a été dit. Parce que les cours d'école, pour bâtir des parcs, aussi on diminue le stress des enfants et aussi on améliore probablement au niveau cérébral. Vous sembliez dire qu'il y avait, au niveau neurobiologique, c'était vraiment très important, l'impact sur le cortex préfrontal. Est-ce que c'est réversible, d'une part? Et est-ce que, sinon, bon, on connaît la plasticité du cerveau, est-ce qu'il y a d'autres méthodes compensatoires qui peuvent nous amener comme intervenants sur le terrain à essayer d'un peu dévier des fonctions exécutives, quoique c'est pas très facile, mais après d'avoir d'autres méthodes, en fait, là? Oui, tout à fait.
Et le cortex préfrontal est plastique, en effet, toute la vie. Il y a de la plasticité. Donc, à tout âge, on peut inverser ce qui s'est passé ou améliorer le cortex. C'est extraordinaire. C'est vraiment positif. Ne laissez jamais tomber. Vous pouvez toujours améliorer le sort de quelqu'un, quel que soit l'âge. Le problème, ce n'est pas au niveau du cerveau, mais c'est au niveau des concepts de soi. Parce que très tôt, on a une image de soi qui se crée et c'est ça qui est très difficile à changer. Je suis arrivée à maturité très jeune. J'étais très grande quand j'étais jeune. Maintenant, je suis plus très grande. Mais j'ai encore cette image de moi, là, la grande adolescente, et tout le monde était petit autour. Donc, c'est objectif, c'est sûr. Je regarde les photos de groupe. Je peux avoir des preuves objectives que je ne suis pas grande. Mais ça résiste au changement, cette image que j'ai de moi. Donc, imaginez le fait, les jeunes qui pensent qu'ils sont pas capables de faire quelque chose, qui sont incompétents. Ça, c'est plus subjectif. Donc, si vous commencez l'école en n'ayant pas de bonne fonction exécutive, imaginez, vous ne pouvez pas tenir en place, vous avez de la difficulté à porter attention, vous ne terminez pas vos devoirs. Donc, on vous crie toujours dessus, vous avez des mauvaises notes, vous pensez que vous n'êtes pas bon, personne ne m'aime, l'enseignante ne m'aime pas non plus. Donc, et l'autre, la bonne petite fille qui commence l'école, elle reste assise, elle écoute le prof, elle termine ses devoirs, elle ne dérange jamais. Ce sont surtout les filles qui sont très tranquilles à cet âge. Et l'enseignante dit, « Oh, j'aimerais avoir toutes des petites filles modèles comme toi dans ma classe. » Donc, cette petite fille, elle aime l'école, elle a des bonnes notes, elle veut y rester. Donc, il y a un enfant qui veut absolument quitter l'école et l'autre qui veut y rester. Et chaque année, l'écart s'accroît entre les deux. Et il y a un enfant qui s'attend à réussir et l'autre s'attend à échouer. Et trop souvent, les écoles sont très hostiles envers les petits garçons. On s'attend à ce qu'ils restent bien tranquilles, alors que c'est normal pour un petit garçon de ne pas pouvoir rester tranquille. C'est pas un problème d'attention. Auparavant, qu'est-ce qu'on faisait dans les maternelles? On jouait. Maintenant, il faut rester assis comme un étudiant d'université, même en maternelle. Et les garçons sont tellement frustrés, ils ont l'impression qu'ils ne sont pas bons à l'école. Mais on peut changer ça, on peut intervenir. Je m'appelle Lola et je suis étudiante en psychologie. Et voilà, on est très privilégiés de travailler en pédiatrie sociale en communauté parce qu'on travaille avec les familles. Mais en fait, moi, je travaille aussi en milieu hospitalier où on travaille juste avec les enfants. Je me demandais c'était quoi le degré d'espoir que je pouvais avoir si tu travailles seulement avec l'enfant et pas avec toute la famille et avec le milieu. S'il y a encore de l'espoir pour ces enfants-là, parce qu'ils se retournent dans leur milieu, dans le fond, à la fin de la journée. Puis je me demande si c'est en vain le travail qu'on fait. Tout est source d'espoir. Tout ce qu'on fait est source d'espoir. Il y a toutes sortes de façons. Ce que vous faites peut être décisif dans la vie d'un enfant. Vous pouvez penser à un enfant, un parent qui a été important pour vous dans votre vie. C'était peut-être un médecin, un prof, un parent, mais parfois, quand les choses n'allaient pas bien pour vous à la maison ou à l'école, il y a quelqu'un qui a vraiment fait la différence dans votre vie. Donc, c'est absolument sûr, même si on travaille avec l'enfant seulement à l'hôpital, sans sa famille, ça peut être un moment décisif pour cet enfant. Je pense que c'est très important de reconnaître que les enfants appartiennent à des familles, à des communautés. Et il y a eu beaucoup de politiques sociales aux États-Unis où on a retiré les enfants de leur famille, de leur communauté. Ça a eu des effets désastreux. Plutôt que je veux toujours aller en amont, parler de prévention, il faut soutenir les familles, les enfants dès le départ pour que ce genre de situation ne se produise pas. Mais quand elles se produisent, c'est très important. Et il y a des stratégies comme la thérapie fonctionnelle, familiale, etc. Donc, il y a des thérapies qui sont concentrées sur la famille parce que il faut jamais baisser les bras.
ne faut jamais perdre espoir et regarder de façon globale. Et les résultats, quand un enfant est retiré de ses relations très, très fortes, eh bien, les résultats sont mauvais. Il y a des preuves aux États-Unis, par exemple, le système de justice, donc les délinquants, les jeunes délinquants qui sont mis en prison, par exemple, qui sont devant la justice, évidemment, ça a des effets très négatifs sur les enfants à long terme. Dans la plupart des cas de maltraitance, c'est justement dans la famille que ça se produit. Donc, il faut avoir les yeux bien ouverts, même quand on essaie d'associer la famille. On ne peut pas dire que la famille, c'est toujours à 100% le meilleur environnement pour l'enfant. C'est sûr qu'il y a des exceptions et il faut être conscient. Sur ce point-là, Dr. Julien? Bien, en fait, pour moi, c'est un point important qu'on soulève. C'est intéressant qu'on ait des visions différentes. À partir de la question de Lola, nous, on a fait le choix là, en pédiatrie sociale en communauté de travailler en grande proximité avec les familles, ce qui nous amène certains embêtements. Parfois, on nous a accusés souvent d'être trop pro-famille ou même de protéger des familles qui pouvaient abuser ou négliger. On ne parle pas de l'abus sexuel, on parle de l'abus physique mineur ou de la négligence. Et on se rend compte que sur la trajectoire de développement des enfants, le fait de servir d'accompagnant ou de mentor auprès de la famille dans son ensemble, on ne travaille jamais juste avec l'enfant, même si ça peut être bon. C'est sûr que l'enfant qui va au CPE recevoir de la stimulation, c'est bon. Mais si c'est trop déconnecté de la famille, ça risque de ne pas tenir. Parce que la famille va garder des vieilles habitudes. Puis le rôle d'influence le plus important, ce n'est pas la garderie, c'est le papa, la maman, les grands-parents, la famille élargie. Alors, le fait de choisir de le faire en proximité, un peu comme accompagnant, comme mentor, a une efficacité beaucoup plus grande pour prévenir de la négligence, des abus, mais aussi d'amener les jeunes sur une trajectoire de succès. On a des preuves souvent. Il y a des enfants qui ne vont pas bien, on en a plein. On les retrouve plus tard, puis ils viennent nous dire quel moment, quelle action on a fait, quel regard on a porté qui a changé leur vie. J'ai une jeune fille qui est comme ça, là, comme exemple, c'est assez flagrant, qui avait été abusée beaucoup. On n'a jamais réussi, ni les centres jeunesse, à mettre le doigt dessus. Puis nous, on savait que ça se passait, mais on n'avait aucune preuve, donc personne ne pouvait bouger. Et ça a pris quelques années. On a décidé de rester autour d'elle, en sachant ça, en l'accompagnant du mieux qu'on était. Et un matin, je commençais la clinique, puis elle venait à des camps l'été dans la cour, puis elle est venue cogner à la porte, puis elle a dit « Docteur Julien, j'ai de quoi te dire. » Il fallait que je sois là au bon moment. Puis là, elle m'a tout dit. Et c'est là et par la suite, je suis allé devant un juge, lui dire comment elle était courageuse. Et plus tard, ce qu'elle est venue me dire, c'est ce qui m'a aidé. Tu m'as aidé beaucoup, puis toute l'équipe. Mais c'est pas quand tu m'as dit de manger des avocats, des histoires comme ça. C'est quand tu es venu dire au tribunal, au juge, que tu croyais en moi, puis que j'allais m'en tirer. Mais on ne sait pas. Donc, il faut être là tout le temps. Et toutes les actions sont importantes parce qu'il n'y a aucun espèce de professionnel, puis probablement aucun scientifique, à moins que je me trompe, qui sait qu'est-ce qui va marcher, sauf l'accompagnement continu puis la présence. C'est vrai ça, Maxime? Merci beaucoup. Alors, une autre chose pour ce qui est d'accompagner la famille, c'est le risque énorme des foyers d'accueil. J'ai parlé de l'attachement qui doit se créer. Eh bien, les relations dans un foyer d'accueil, ça peut se terminer n'importe quand. L'enfant sait qu'il peut retourner dans sa famille n'importe quand. Donc, l'enfant doit s'attacher alors qu'il sait qu'il peut perdre cette personne d'un moment à l'autre. C'est absolument... C'est très difficile. C'est exiger quelque chose qui n'est pas du tout naturel, qui est très difficile. S'attacher, finalement, de tomber en amour avec quelqu'un qui peut disparaître d'un moment à l'autre de sa vie. Donc, c'est impossible. Il y a beaucoup plus d'espoir, en fait, si on peut plutôt travailler en proximité de la famille, accompagner la famille. On est déjà
désavantagé quand on place un enfant dans une famille d'accueil. Et en Colombie-Britannique, très souvent, les parents d'accueil prennent des vacances des enfants qu'ils accueillent. Donc, l'enfant va dans un endroit, une installation, quand le parent prend des vacances. Donc, qu'est-ce qu'il est, l'enfant? Il fait partie de la famille d'accueil ou non? Il est simplement un visiteur, un invité? Donc, c'est vraiment la solution de dernier recours, la famille d'accueil, quand il n'est absolument pas possible de travailler avec la famille. Alors, prochaine question, madame. Bonjour, Lynn Champoux, de Médecins francophones du Canada. Je voudrais rappeler à tout le monde qu'il y a 30 ans, le Dr Julien était seul. Et maintenant, nous sommes 250 dans la salle. Donc, le pouvoir d'une personne, c'est un film d'Afrique du Sud, là, un peu quétaine, mais c'est très vrai. Et si vous êtes un professionnel qui écrit dans le journal, à ce moment-là, vous pouvez avoir une voix. Oui, je voulais vraiment réagir à cela. Il faut commencer justement à parler de pouvoir. À certains endroits, c'est un mot péjoratif, mais il faut parler justement de notre pouvoir de changer les choses pour les enfants. Je suis heureux que vous mentionnez cela. J'aime citer souvent d'autres personnes, et Martin Luther King a dit « Le pouvoir sans l'amour ne peut être qu'abusif ». Et je regarde le journal chaque jour et les 2/3 de ce qu'on y voit se rapportent à ce qu'il a dit. Il a dit « L'amour sans pouvoir est sentimental et anémique ». Donc, l'amour sans pouvoir est sentimental et anémique. Et moi, je pense que nous aimons nos enfants, mais il faut aussi avoir du pouvoir, exercer notre pouvoir pour les protéger. Il y a un élément qui manque pour le changement de paradigme. Le docteur Steinman l'a dit de façon très éloquente. Raconter des histoires est important. Les gens se souviennent d'histoires. Et ce sont pas seulement des histoires, ce sont c'est du vécu. Les données sont importantes. Il y a eu des changements. Maintenant, on s'intéresse aux jeunes enfants parce qu'il y a des images de leur cerveau. Donc, c'est important d'avoir les données scientifiques. Mais ce qui est important aussi, c'est d'acquérir plus de pouvoir, de l'utiliser. Et cela se fait en partie par des conférences comme celle-ci, par certains leaders qui nous inspirent. Donc, je pense qu'il faut être un peu plus à l'aise et parler vraiment d'exercer son pouvoir. Moi, je veux vous remercier. C'est vraiment extraordinaire pour une ministre de pouvoir se sauver de l'Assemblée nationale pendant un matin parce que j'ai eu droit à une permission, parce que Dr Julien m'a invité ici, que j'ai négocié très dur pour pouvoir me sauver de la période des questions et de pouvoir être alimentée par la réflexion et avoir du temps de réflexion, ce dont on manque cruellement en politique. Moi, je veux dire à tous ceux qui sont ici, et ça tombe bien avec l'intervention qui vient d'être faite, que je pense que vous avez un pouvoir énorme. Et ça rejoint un peu ce que Dr Steinmetz a dit, je dirais de moduler, d'influencer l'opinion publique pour que les questions de santé, de prévention, mais surtout de bien-être des enfants deviennent une priorité nationale. Parce que comme élu, comme politicien, on peut y croire, j'y crois profondément, mais pour mettre quelque chose en haut de la liste et que ça tienne la route, il faut qu'il y ait une adhésion sociale. Et ce que Dr Julien fait dans ce sens-là, c'est des pas de géant, mais comme communauté, dans vos ordres professionnels, dans vos groupes de travail, ce que vous pouvez faire aussi pour que ça devienne aussi là des priorités, c'est incroyable le pouvoir que ça peut faire et ça revient à ce que je disais qu'il faut travailler tous ensemble dans le même sens. Mais puisque j'ai cette chance incroyable d'avoir 4 experts devant moi, et que vous dites à quel point c'est important que les politiques publiques soient bien, évidemment, conçues, et que moi, je suis en poste depuis quelques mois, si vous aviez une chose un programme, une initiative, je pense, par exemple, en Suède, en Europe, ou de vos expériences qui ne sont pas si énormes, mais qui peuvent faire une grosse différence, je suis très, très preneuse pour les entendre ce matin. Alors, merci. Hey.
C'est intéressant. C'est votre opportunité ici, là. C'est votre chance. Hein? Le Dr. Kohler. Alors, je ne sais pas si je peux vous donner une solution de style taille unique qui s'applique à tout, mais je parlais au ministre des Affaires sociales et elle me disait que dans le gouvernement duquel elle travaillait, ils avaient décidé d'examiner justement les questions concernant les enfants, de les aborder de telle sorte que toute décision qui serait prise au sein du gouvernement devrait toujours être suivie par des conséquences, c'est-à-dire tout le monde devrait se poser la question, maintenant, qu'est-ce que ça signifie pour les enfants, de n'importe quelle décision politique que l'on prenne? Et pas uniquement des décisions qui relèvent de la scolarité ou autres, mais par exemple en fiscalité aussi, sur l'environnement, la pollution. Si vous prenez une bonne décision au niveau du gouvernement, il faut aussi penser, lorsqu'on prend cette décision, des conséquences pour les enfants, de n'importe quelle décision. Est-ce que ce sera un impact positif ou bien des éléments que vous n'avez pas considérés, vous n'avez pas pensé aux enfants? Parce que sinon, si on n'est pas amené à penser de cette manière-là, on ne le fait pas naturellement. Alors, c'était, je pense, l'une des meilleures solutions que j'ai entendues, de toujours penser aux enfants pour n'importe quelle politique que l'on veut mettre en place. Qui veut répondre également? Bon, je n'ai pas une solution, mais je pense que j'ai peut-être la plus grande occasion qui se présente, parce que chaque parent commence toujours en voulant être un bon parent. Il n'y a personne qui commence en disant « je ne veux pas être un bon parent ». Tout le monde, au départ, souhaite un parent extraordinaire, avec un avenir extraordinaire pour les enfants. Alors, le moment, c'est lorsque vous commencez, lorsqu'il y a un premier bébé qui arrive, parce que c'est là l'occasion de pouvoir être extraordinaire. Et les parents, avec le premier bébé, sont très motivés. Alors, si on peut intervenir de manière précoce, suffisamment tôt, pour soutenir les parents à être les bons parents qu'ils veulent être, puisque tout le monde veut être un bon parent, alors plutôt que d'attendre que les programmes ou les problèmes se développent ou que les enfants commencent à montrer justement qu'il y a un problème et qu'on se retrouve devant le docteur, mais faites-le en Suède, de manière précoce. Ils ont tellement de soutien pour les nouveaux parents dès le départ. Si on peut les aider à ce niveau-là, pour qu'ils soient les meilleurs parents qu'ils puissent être, eh bien, c'est notre meilleure, disons, fenêtre d'opportunité ou d'occasion qui se présente ici. Moi, mon ignorance, c'est que je ne sais pas exactement ce que vous contrôlez, mais enfin, j'ai toujours des réponses. Puisque peut-être je ne connais pas exactement donc ce que vous contrôlez, moi je vais vous dire trois choses. D'abord, c'est justement des subventions pour le soin, pour les parents qui s'occupent d'enfants, également la pauvreté, pour aider avec des subventions pour aider ces familles défavorisées, et ça peut justement les aider. Si je vais choisir une politique aux États-Unis, eh bien je renforcerai les politiques de soutien à l'enfance et de soutien sous forme de prestations familiales, et ça peut avoir un impact et justement avoir un impact à long terme. Et également, comme a dit la docteure Diamond, c'est peut-être plus approprié de parler aussi dessus programme aussi de partenariat avec les infirmières et se concentrer sur les jeunes familles, commencer avec les mères au moment où elles sont enceintes, pendant leur grossesse. Et de dire que les femmes et les mères, ce sont des êtres qui ont une grande valeur, de leur faire de faire vraiment affirmer ceci et que ceci peut avoir plein d'aspects positifs sur le développement de l'enfant et prévenir aussi très souvent la maltraitance des enfants, si on agit à ces niveaux-là auprès des jeunes femmes, des femmes enceintes. Alors, je veux répéter à nouveau, la majorité de la maltraitance de l'enfant, c'est quelque chose que l'on peut prévenir, que l'on peut empêcher de se produire. Et bien sûr, quelles que soient les solutions, si vous avez des partenariats aussi avec les parents, etc., quels que soient les programmes que vous avez à disposition, moi je vous ai donné, vous avez 3 réponses, je suis désolé, vous en donnez une. Je vous ai vu parler beaucoup avec la ministre pendant la pause. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous lui avez dit? C'est pour elle à parler de ça. Évidemment, mes 3 collègues ont complètement raison. C'est vraiment la base. Je n'ai pas autre chose d'ajouter de cette
de cette nature, autre que vous suggérer, conseiller, c'est trop de dire, mais de suggérer, de parler davantage de cette problématique à l'Assemblée nationale. On vous écoute. C'est bon. Et ça serait important. Parfait. Bonjour, moi je suis Julie Hébert, je suis une étudiante en médecine à l'Université McGill. Je voulais premièrement remercier l'organisation de laisser des places aux étudiants. C'est un privilège incroyable d'être témoin de conférences aussi inspirantes quand on est encore si jeune dans la formation. Donc, je vous remercie. Ma question, en fait, concerne la part de l'éducation et des professeurs dans ce qu'on discute présentement. On parle beaucoup de l'union entre les médecins, les travailleurs sociaux et le droit, mais on a peu entendu parler des initiatives d'éducation. Et corrigez-moi si je me trompe, l'école, c'est quand même un des endroits, des milieux les plus importants pour les enfants après la famille. Donc, avec tout ce qu'on a discuté par rapport à la recherche sur le stress toxique, l'influence des adultes significatifs dans la vie des enfants, c'est quoi le rôle des professeurs ou comment on peut mieux les intégrer justement au travers de ce qu'on essaie de faire? Merci. Alors, on a déjà beaucoup d'informations quant à savoir qu'est-ce qui fait que les professeurs sont de meilleurs professeurs ou enseignants. Et c'est très frustrant parce que c'est à nouveau de la recherche qui existe depuis des décennies. On essaye de le dire, on essaye de rendre ceci public, connu, mais apparemment, ça n'a pas d'influence sur ce qui se passe. Donc, on sait depuis des décennies, par exemple, que les enfants apprennent mieux dans un enseignement actif plutôt assis. Alors, qu'est-ce qui apprend mieux à conduire? C'est le conducteur ou le passager? Bien, vous savez que c'est le conducteur, parce que le conducteur va utiliser de manière active les informations, alors que le passager est juste assis passivement. Donc, on a des bonnes études scientifiques qui nous prouvent tous ces faits. Puis ensuite, on met les enfants à l'école, puis on les fait asseoir comme vous, de manière très passive, pendant que c'est le professeur qui utilise les informations et qui, lui ou elle, l'utilise très bien. On sait que les enfants vont apprendre mieux s'ils bougent, si c'est plus actif, ça va mieux pénétrer dans leur mémoire. Donc, il faut vraiment changer, peut-être à ce niveau de la formation pédagogique, la formation des enseignants, pour que les enseignants soient formés, pas simplement en termes des contenus, mais comment le faire. Il y a beaucoup d'enseignants qui aimeraient changer un peu la méthode d'approche, mais ils ne savent pas comment le faire. Et il y a beaucoup de bonnes approches en la matière. Comment travailler avec le parent, comment les intégrer avec l'école, pour qu'ils puissent faire quelque chose aussi de manière concrète pour aider l'éducation de leurs enfants. Mais malheureusement, les enseignants, la formation se concentre tellement sur les disciplines, sur l'anglais, le français, les maths, et très peu d'autres cours, notamment ces cours peut-être de notre nature, des cours de pédagogie plus pure. Eh bien, c'est là qu'il faut vraiment élargir l'éventail des cours de formation des enseignants. Et j'ajouterais deux choses. D'abord, merci également que vous soyez ici en tant qu'étudiant. C'est très important que vous soyez présent. Parce que la relève des enseignants, c'est ce qui va changer les enfants. Là, on ne parle pas d'un changement de paradigme dans les 2 ans à venir. Malheureusement, ce n'est pas sur ce laps de temps. Mais on parle de choses, des fois, quand on parle d'un paradigme, un changement de paradigme, c'est 10, 20 ans, alors que vous, ça va être l'avenir beaucoup plus proche pour mettre ce changement en place. Alors, je dirais, vous êtes certainement les acteurs les plus importants ici, dans ce domaine. Deuxième élément, pour me faire un peu l'écho de ce que je dis souvent, il y a vraiment aussi des éléments, des données probantes dans le domaine de l'éducation. Et on les ignore, on les met de côté et on ne les prend pas en considération. Et bien sûr, cela n'aide pas les enfants. Et ce qui fait souvent écho, par exemple, les dealers de drogue dans la rue ne sont pas plus idiots que les enfants à l'école. Mais les dealers de drogue dans la rue ne sont pas des enfants qui sont plus bêtes ou moins intelligents que les enfants dans les classes. C'est quoi la différence alors? Bien, ce qui fait une grande différence dans cette éducation-là, c'est une orientation vers une programmation beaucoup plus sociale et émotionnelle. Et justement, les programmes basés sur des données probantes montrent que si on également promouvoir des manières différentes de penser, des approches différentes, et des programmes qui permettent de gérer certains éléments de contrôle pour aider les enfants à les replacer sur la bonne voie.
Et il y a des résultats lorsqu'on place ces enfants dans ces programmes où il y a une amélioration des résultats scolaires, des degrés, du nombre de personnes qui sont diplômées, donc augmentation de la diplomation. Mais souvent, on ne prend pas, d'après moi, cet élément, cette question de savoir qu'est-ce qui vraiment fonctionne. Et donc, on arrive à avoir la solution que, souvent, les investisseurs, ils veulent avoir un rendement au niveau de l'éducation, mais en fait, il faudrait plutôt se demander qu'est-ce qui marche vraiment dans le domaine de l'éducation. Je vais reculer un peu et devenir un peu plus... vous donner la responsabilité à vous-même. Je ne pense pas qu'on doit vraiment s'attendre que quelqu'un nous nourrit tout le temps et nous dit quoi faire et quoi dire dans n'importe quelle situation. À la fin des choses, on est responsable. Et je pense que chacun a sa responsabilité tous les jours de repenser la vie, repenser la réalité, parce que la réalité change tout le temps. C'est pas, si on regarde la réalité d'aujourd'hui et il y a 10 ans, elle est différente. Tout le monde va convenir. Sauf que ça a changé quotidiennement tous ces temps. Alors, quand on travaille, on raconte des situations, on devra se questionner. Comment c'est différent? Est-ce que les choses que j'ai apprises sont encore applicables maintenant? C'est la meilleure façon de régler le problème? Ou est-ce que je dois utiliser ce que j'ai appris comme tremplin pour faire quelque chose de nouveau dans une nouvelle réalité? Je vais citer quelqu'un, un vieux Chinois, qui... je vais le faire en anglais parce que la traduction de mon chinois en français, ça ne fonctionne pas très bien. The coming and the going. L'arrivée ou l'allée, Vous arrivez, moi je quitte. Hein? Donc lorsque vous arrivez, moi je pars. Donc, know nothing of each other's. Ne connaissent pas le destin de l'un l'autre. La jeunesse doit toujours interpréter la réalité à leur façon et pas nécessairement écouter les vieux qui ont eu une relation, une interprétation, une réalité complètement différente, qui ne comprennent pas vraiment ce qui vient parce qu'ils sont en train de partir. Intéressant. Do you want to add something, Dr. Collins? Oui. Moi, je suis très heureux qu'on ait mentionné l'école parce que justement, c'est certainement peut-être un domaine très important, un milieu dans lequel se retrouvent les enfants, fondamental. Et nous savons déjà qu'il y a certains adultes et leur expérience donc, dans les écoles et souvent l'influence des professeurs et des enseignants est énorme. Et l'autre élément concernant l'école, c'est également en fait peut-être le dernier lieu où on peut en fait atteindre ou toucher tous les enfants. On peut faire des études, bien sûr, mais également on peut avoir des interventions qui vont aider tous les enfants. Pas justement une sélection particulière justement d'enfants qui viennent de tel ou tel groupe, mais à l'école on peut toucher tout le monde et inclure tout le monde dans des études. Ça c'est ou dans des programmes. Et ça, c'est important. Quel type de pédagogie, quel type d'approche d'enseignement, quels sont les messages que vous transmettez aux enfants? Qu'est-ce qui est important dans la vie? Alors, c'est important d'avoir des connaissances en mathématiques pour donc avoir justement une évaluation élevée, ou est-ce que c'est important de devenir un adulte qui est en bonne santé, qui fonctionne bien? C'est pas toujours la même chose. Et il faut se poser la question. Et on a tendance dans l'enseignement, dans l'éducation, à justement oublier un petit peu le fonctionnement important d'un adulte et se concentrer sur certains éléments. On va continuer un petit peu plus longtemps. Donc, j'avais vu 2 questions là. Hey, Yaya, ne levez pas
Oui, bonjour. Mon nom est Gisèle Moisan. Je suis directrice du Centre de pédiatrie sociale à Québec. Et j'aurais voulu dire à Mme la ministre avant qu'elle quitte, mais je viens de voir que son attaché est revenu, alors peut-être qu'il va lui transmettre le message. Elle demandait une chose, une initiative qui devrait être prise par le gouvernement pour le bien-être des enfants. Et moi, je dirais favoriser l'ouverture de centres de pédiatrie sociale dans tous les milieux vulnérables du Québec. Et quand je dis favoriser, je vous dirais qu'en tant que directrice du Centre de Québec, et je suis certaine que toutes les directrices et directeurs des autres centres vont être d'accord avec moi, c'est une bataille. On fait ça à bout de bras, jour après jour. C'est beaucoup, beaucoup de travail. Et je pense que si on sentait qu'on était soutenu plus que ça, on serait vraiment, vraiment heureux que l'Assemblée nationale parle de nous et dise qu'on existe. Parce que le docteur Julien travaille depuis 20 ans à faire ça. Il l'a fait de peine et de misère. Et je pense que dans nos milieux, on le fait aussi. Et on aimerait ça que ce soit vu, reconnu par tout le monde. Alors moi, le souhait que je ferais, que j'aimerais qu'on transmette à Mme la ministre, c'est de lui dire que l'initiative qui peut être prise, elle a commencé à être prise dans plusieurs milieux, qu'il en reste d'autres, et que ce serait très intéressant que ça puisse se développer. Alors, j'ai été un peu opportuniste en prenant la parole à ce moment-ci parce que je ne suis pas du monde médical, mais je veux en profiter pour dire que comme on a quelqu'un du milieu politique ici, on ne peut pas passer à côté de cette demande-là. Merci. Merci beaucoup. Merci de votre commentaire. D'ailleurs, on peut remercier la ministre, elle est partie. Je voulais la remercier d'avoir eu la patience de... Ah, le docteur Julien me dit que vous êtes une directrice d'école. En plus, ça vient avec la question précédente. C'est intéressant. Mais donc, voilà, je vous remercie de votre commentaire. Et j'ai donc une question là-bas. Bonjour, Patrick Rasmussen. Je suis psychologue scolaire. Je travaille dans la communauté de Wemotaci, qui est une nation atikamekw en Haute-Mauricie. Un gros merci à tous pour vos propos fort intéressants. Je voulais lancer un petit mot à Mme la ministre aussi. Elle est bien sollicitée. Je voulais relancer un petit peu le docteur Kohler dans son affirmation qu'il a dit tout à l'heure, qui disait finalement que toute décision qui devrait être prise, on devrait avoir le canevas, à savoir est-ce que ça a un impact sur les jeunes, sur les enfants. Ce n'est pas le dossier de la Mme la ministre, mais c'est deux dossiers récents qui ont été faits, je pense, puis il y a une cohérence qui est essentielle entre des décisions politiques et les impacts sur la santé des jeunes. Il y a eu des coupes au niveau de l'aide sociale de 50 millions récemment. Donc, on fragilise encore un petit peu plus la santé des familles en difficulté. Il y a eu des coupes au niveau de la petite enfance de 50 millions aussi. Je sais que ce n'est pas du dossier de la ministre, c'est d'autres, mais elle aurait pu aller au niveau de l'Assemblée nationale puis mettre en lumière qu'au niveau de l'opinion publique, c'est sûr que c'est des décisions qui ont été prises qui vont à l'encontre du bien-être des enfants. Fait que ça, c'était ma préoccupation au niveau politique. Au niveau du travail qui est fait dans la communauté, j'entends beaucoup ce qui est dit, puis je pense qu'on a une approche dans la communauté qui est beaucoup intégrée. C'est la roue de la médecine, donc les besoins physiques, les besoins du cœur, les besoins de l'esprit et les besoins de l'âme. Et comme le disait tout à l'heure en préambule, la communauté, finalement, chaque enfant est responsable du soin puis de la santé de tous les enfants de la communauté. Un enfant va grandir s'il est accepté par une communauté. À Wemotaci, juste pour terminer rapidement, il y a une belle approche actuellement qui s'inspire beaucoup de l'approche du docteur Julien. Au niveau du cercle d'aidants, il y a une prise en charge dans la communauté. Puis ce qui favorise dans une petite communauté, c'est le travail intersectoriel. Fait qu'on travaille directement avec les services sociaux, on travaille directement avec le service de la police et de la santé mentale. Fait que je pense que ça, j'ai beaucoup de plaisir à travailler dans cette approche-là parce que c'est vraiment une approche systémique, écosystémique. Puis pour la nation autochtone atikamekw, actuellement aussi, une des priorités, c'est la réappropriation du territoire. Puis c'est par là que passe leur identité. Puis je pense que les nations autochtones, on a beaucoup entendu dernièrement, mais il va falloir qu'on s'occupe beaucoup de travailler de nation en nation pour développer des partenariats intéressants. Miigwech à tous. Merci de votre commentaire. J'en profite pour dire que justement cet après-midi, le panel porte sur ça justement, sur les solutions, sur les expériences qu'on va partager. Donc revenez cet après-midi pour nous en parler encore davantage. Alors, docteur Julien, peut-être un petit point un petit bilan de l'avant-midi avant de passer à cet après-midi. Je vous passe ce micro-là. Merci. Mais merci,
mes amis, en fait, je savais qu'il se passerait quelque chose. C'est assez étonnant. Je suis assez fier. J'en ai parlé à quelques-uns. Puis je voulais vérifier avec vous autres si c'est bien ce qu'on attendait. On fait venir des scientifiques, puis ils viennent nous parler d'humanisme puis de choses sociales. Mais c'est secrètement ce que j'attendais. Mais je suis loin d'être déçu. Puis il y a une espèce de fil conducteur dans ce qu'ils nous ont dit qui est super intéressant, qui correspond en fait directement aux valeurs qu'on véhicule en pédiatrie sociale en communauté. Et Jeff sait pertinemment les recommandations de l'American Academy of Pediatrics qui disent à partir des connaissances qu'on a de la science, voilà ce qu'on doit faire. Puis nous, on se reconnaît totalement là-dedans. C'est exactement ce qu'on fait dans les communautés. Je voulais rappeler des grandes choses importantes qui sont sorties ce matin, mais vous pourrez parler de science si vous voulez à l'heure du dîner. Vous pouvez leur poser des questions scientifiques si vous en avez encore besoin. Mais c'est pas la science, elle est là pour nous baquer. Puis je dis souvent maintenant, c'est assez étonnant avec le recul, j'ai construit ce modèle-là par intuition, en fait par insatisfaction, par frustration. Donc ça amène des processus créatifs, mais beaucoup par intuition aussi. Et finalement, la science vient dire que c'est ce qu'il faut faire. Et ça, je suis très fier de ça parce que ça prouve que finalement, je ne me suis pas vraiment trompé. Bon, j'en avais besoin. Moi aussi, j'ai besoin de grandir parfois comme Adèle. Et c'est important. Les choses majeures que je retiens puis je veux souligner, bien sûr, il y a la mère de clan ce matin qui nous rappelle que les racines sont importantes. Et c'est majeur parce qu'il y a beaucoup de l'approche de pédiatrie sociale qui est basée sur le respect des racines. Puis avec l'idée que si, effectivement, un arbre est en train de pousser, puis on le déplace, puis on le plante ailleurs, il y a à peu près 50% des chances, puis avec moi, probablement 75% qui ne poussent pas. Donc, ça c'est une image forte là, que je voudrais qu'on retienne. L'autre qui est inspiré du monde autochtone, dont elle a parlé, mais qui est vraiment une des grandes valeurs du monde autochtone, c'est, puis pas juste autochtone, en Afrique, on a ces proverbes-là, tu sais, l'enfant appartient à la communauté. Puis ça, il ne faut jamais, jamais l'oublier. Si la communauté l'abandonne, ça prend un filet de sécurité, puis nos institutions sont là. Mais c'est d'abord la communauté qui doit se responsabiliser pour les enfants. C'est aussi ce qu'on essaie de mettre en application en pédiatrie sociale, c'est d'amener à la communauté des outils dont ils vont pouvoir se servir et avec lesquels ils vont pouvoir redéployer leur pouvoir. Au Québec, en tout cas, les communautés ont perdu beaucoup de pouvoir parce que, pour plusieurs raisons, je ne veux pas m'embarquer là-dedans, mais parce que l'État s'en occupait aussi, puis que l'État disait qu'il voulait s'en occuper. Et on se retrouve avec un mécanisme faussé, parce que la communauté est souvent pas là, surtout dans les communautés plus vulnérables, mais même les communautés riches de Westmount. Chez beaucoup de familles, on se dissocie des enfants. J'ai eu un enfant, des ados déjà en clinique qui habitaient au sous-sol, puis il n'y avait même pas de communication avec l'étage, avec les parents. Ils nous les avaient barricadés dans le sous-sol, puis c'était leur lieu, puis les parents ne voulaient rien savoir, à Westmount. Donc, ça existe partout. Donc, je rejoins aussi la notion qu'il faut s'adresser à tous les enfants, mais je reviens sur la notion qu'au Québec, au Canada même, il y a 30% des enfants qui échappent, qui passent dans les cracks qu'on perd, qui décrochent, qui passent à la criminalité parce qu'ils n'ont pas été bien accompagnés. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Il y a des priorités aussi à penser de ce côté-là. On a parlé de l'attachement. C'est extrêmement important. Vous savez qu'en pédiatrie sociale, nos deux grandes bases de travail sont l'identité, donc les racines, puis le respect de l'identité, qui correspond d'ailleurs des droits de la Convention des droits de l'enfant, puis l'attachement. Alors, vous savez aussi qu'en pédiatrie sociale, une des grandes valeurs qu'on a, c'est de s'attacher aux enfants et aux familles. On parle souvent de nos enfants, nos familles, mais jamais en mettant la famille de côté, la famille étant toujours au centre de nos interventions. Donc, c'est un autre grand principe qu'on a retrouvé ce matin, que nous, on met en pratique dans le domaine du possible, bien sûr. On a parlé du coût-bénéfice.
1 $ investi sur 16, mais ça, c'est tous les outils que vous avez maintenant pour aller interpeller vos communautés, le gouvernement et les investisseurs privés en disant « Donne-moi 1 $, ça va te rapporter 16 $. Alors, quand on parle comme ça à un entrepreneur d'affaires, là, on vient de parler un langage qu'il comprend. Et ils sont la plupart intéressés à faire des investissements comme ça pour redorer leur image, parce qu'ils se sentent coupables d'être plus riches que les autres ou n'importe quoi. Mais il faut jouer cette carte-là. Okay? Puis n'hésitez pas à le faire. Nos experts nous disent 1 $ rapporte 16 $. C'est important, ça. La dernière remarque, on a parlé un petit peu, pas beaucoup, mais c'est cette espèce d'accompagnement continu sur la trajectoire de développement des enfants. C'est un autre principe de pédiatrie sociale en communauté. Il faut être présent le plus possible, le plus vite possible, à la période de grossesse quand c'est possible, et à la naissance pour pouvoir suivre la trajectoire avec les familles. Et quand la famille est bonne, on les félicite. Quand la famille a des difficultés, on l'accompagne, on ne la juge pas. Ça aussi, c'est un grand principe dont on va parler demain aussi, de nos grandes valeurs. Et d'ailleurs, on a un petit bébé, on a un seul bébé aujourd'hui, mais il est magnifique. Alors, je vous invite à aller le voir. Fermons la parenthèse. D'ailleurs, c'est une jeune étudiante en psychologie qui est venue faire un stage chez nous, qui est en Ontario et qui est pas mal intéressée par la pédiatrie sociale. OK, là, je ferme la parenthèse. Je voulais juste vous dire que je suis assez fier de ce qui s'est passé ce matin et je remercie nos experts et amis qui viennent appuyer notre démarche. Et je fais aussi la même recommandation à la ministre qui est, je pense, avec nous en pensée. Il faut vraiment supporter le mouvement de pédiatrie sociale. C'est une des clés pour changer la donne et le paradigme au Québec. Ce n'est pas la seule, mais la pédiatrie sociale, en interrelation avec les établissements, avec les écoles, la DPJ, les CLSC, les hôpitaux et autres, c'est une clé importante. Et le mouvement qu'on met sur pied a ce grand objectif-là. Sûrement pas dans 20 ans, Jeff, dans 5 ans, à 10 ans, de changer le paradigme au Québec. Alors, merci et on se revoit cet après-midi.